Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne, le sommaire. Les professionnels des médias célèbrent le 3 mai de chaque année la journée mondiale de la liberté de la presse. Mais qu'en est-il de la liberté des journalistes congolais? La réponse, c'est tout de suite. Pourrons-nous encore appeler Kinshasa la belle aujourd'hui avec tant de saleté dans la capitale congolaise et comment la rendre sa plus belle robe? Notre rédaction a constitué un dossier là-dessus que vous allez suivre bien évidemment dans cette édition. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, plus des suspicions concernant l'avis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le changement de la Constitution. Au cours d'une interview accordée à un média allemand, le président de la République a évoqué la possibilité d'un changement de la Constitution afin de mettre fin au système de la proportionnelle qui, selon lui, se révèle inefficace en République démocratique du Congo. Isaac Popima. Si pendant son premier mandat, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait clairement appelé les députés et sénateurs à engager une profonde réflexion sur plusieurs modifications constitutionnelles lors de son tout premier discours sur l'état de la nation, cette fois-ci, pour son second mandat, le chef de l'État a sans détour évoqué la possibilité d'un changement de constitution au cours d'une interview accordée aux médias allemands Deutsche Welle. Changer la constitution de sorte que déjà, d'abord, ce système de la proportionnelle, pour un pays comme le Congo, je trouve, au niveau national, je trouve que ce n'est pas très efficace. C'est justement ce système qui nous prend du temps, parce qu'il faut identifier les regroupements ou les partis politiques qui veulent marcher ensemble, qui forment la majorité, puis ensuite il faut commencer à discuter avec les uns et les autres pour constituer le gouvernement. Mais c'est du temps, c'est énormément de temps que nous prenons. Tandis que si nous avions un système majoritaire, ben, le parti qui gagnait allait directement commencer le travail parce que il est déjà en son sein organisé pour prendre les affaires. L'actuelle constitution émanant d'une situation post-conflit, d'après le chef de l'État, le Congo doit maintenant s'atteler sur son développement. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. C'est normal. À ce moment-là, on craignait évidemment que certaines parties au conflit puissent retourner encore dans des guerres. Et donc, on a voulu un peu faire une sorte de mosaïque pour que tout le monde puisse participer à la gestion du pays. Il s'y est de noter que cette épineuse question de la possibilité de changer ou de modifier la constitution en vigueur a été également abordée en France lors de la rencontre du président de la République avec la diaspora, où il a indiqué que cette initiative doit être au préalable autorisée par le Parlement. Et lors d'une conférence de presse tenue le jeudi dernier à Kinshasa, les 19 députés nationaux proclamés élus puis invalidés ont dit avoir appris que l'ordre de les invalider serait venu d'une commission, puis aurait établi une liste à l'occasion de l'examen de requêtes en rectification des erreurs matérielles. Pour ce faire, ces députés s'interrogent sur la compétence de cette commission vis-à-vis de la Cour constitutionnelle. On écoute l'un des députés invalidés, et Claude Nyamugabo. Je voudrais ici, sur le plan politique, insister sur la fameuse liste des 19 personnes qui était intitulée liste de personnes que la Cour constitutionnelle va réhabiliter.
quelle aurait été la compétence de cette commission? Sur base de quel document cette commission, en dehors des juridictions, et en l'occurrence ici, en dehors de la Cour constitutionnelle, aurait travaillé pour donner un ordre à la plus haute juridiction de notre pays? Et en voyant la fameuse liste des 9, moi je n'y avais pas cru dans un premier temps. Faisant confiance à la plus haute juridiction de notre pays, du reste qui était jusque-là très respectable, au vu de sa composition, au vu des critères dont il faut tenir compte pour être membre de la Cour constitutionnelle. Je lis en titre que ce vendredi 3 mai se tient la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse sous l'égide des Nations Unies. Elle met en lumière le rôle significatif joué par la presse, les journalismes, l'accès et la diffusion de l'information pour assurer un avenir durable qui respecte les droits des individus, leur diversité des voix et l'égalité des genres. Mais qu'en est-il de la liberté des journalistes congolais? La réponse dans ce récit de Roger Matadi. Le 3 mai marque comme chaque année la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, plus que jamais, la désinformation est un enjeu majeur. Pour cette édition 2024, la journée est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans les contextes de la crise environnementale mondiale actuelle. Les journalistes sont ainsi confrontés à d'importants défis lorsqu'ils cherchent et diffusent des informations sur des questions d'actualité telles que les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement, les migrations climatiques, l'exploitation minière illégale, la pollution, les braconnages et tant d'autres. Il est crucial d'assurer la visibilité de ces questions pour promouvoir la paix et les valeurs démocratiques dans le monde entier. Mais est-ce que les journalistes congolais exercent leur métier en toute liberté? Le journaliste Isaac Bopima répond. Aujourd'hui, le journaliste, dans ce cas, ne peut pas dire qu'il est libre parce que nous, parfois, nous avons peur de dire certaines choses. Pourquoi? Donc, par peur d'être attaqué par certains politiciens. Ça, ce cas existe encore dans notre pays. Nous ne pouvons pas le nier. Notons qu'à cette occasion de la journée de la liberté de la presse, le Reporters sans frontières a publié son classement mondial 2024 des 180 pays où la RDC figure à la 123e place avec un score global de 48,91. Les Reporters sans frontières notent que certains journalistes au pays sont exposés à des mesures de représailles en raison de leur travail, notamment dans l'est de la RDC. Ils épinglent également la couverture difficile des grands dossiers, des corruptions et de certains contrats miniers. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images, en marge de cette journée de la liberté de la presse, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a mobilisé jeudi 2 mai les médias contre les menaces de l'environnement sur l'existence de la génération actuelle et future. Je cite, les médias locaux, nationaux et internationaux peuvent placer la crise climatique, la perte de biodiversité et l'injustice environnementale sous les feux de l'actualité. Grâce à ce travail, les gens finissent par comprendre la situation critique que connaît notre planète, se mobilisent et ont les moyens d'agir en faveur du changement. Antonio Guterres s'est réjoui que les professionnels des médias montrent la dégradation de l'environnement et apportent des preuves qui permettent d'amener les responsables à rendre compte de leurs actes. Il a tout de même regretté que les journalismes de l'environnement soient devenus une profession de plus en plus dangereuse. Il a ajouté que partout dans le monde, les professionnels des médias risquent leur vie pour tenter de nous informer sur tous les sujets de la guerre à la démocratie. Toute autre chose à présent, depuis le début de cette année, la situation en matière de sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo est devenue plus instable et imprévisible. Les combats s'intensifient entre les forces de l'ordre et les groupes rebelles du M23. Ce conflit a fait des centaines de victimes et des milliers de personnes déplacées. Mais la question se pose, à qui la RDC peut faire confiance pour l'aider dans cette guerre? Tentative de réponse dans cet élément de Roger Matadi.
Pendant que le président de la République Félix Tshisekedi fait sa tournée en Europe pour tenter de chercher des solutions à la guerre dans son pays qui lui est imposée par Kigali. Ici, des rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise contrôlent depuis mardi dernier la cité minière des Rubaya en territoire des Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Plusieurs voix s'élèvent au pays pour dénoncer les pillages, l'exploitation et la commercialisation illicite de minerais de ces sites miniers. Depuis octobre 2023, plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées et des centaines d'autres ont trouvé la mort, tandis que la poursuite du conflit menace de déstabiliser davantage la région. Au cours des 3 dernières décennies, l'Est de la RDC a connu des troubles permanents en raison des griefs politiques, des différends sur les ressources et des tensions ethniques. Les conflits actuels entre les rebelles du M23 et les gouvernements a débuté en 2012. Les groupes tirent son nom d'un accord de paix conclu le 23 mars 2009 qui avait mis fin à un précédent conflit entre 2006 et 2009. Depuis lors, les gouvernements de la RDC à plusieurs reprises accusé le pays voisin, en particulier les Rwandais, de soutenir directement ou indirectement les rebelles du M23, ce que le Rwanda a toujours nié. Les combattants gouvernementaux sont également soutenus par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, un bloc régional de 16 membres dirigé par l'Afrique du Sud ainsi que les Burundi. Le président de la République Félix Tshisekedi, qui effectue actuellement son second mandat, a promis d'écraser l'insurrection et de maintenir l'intégrité territoriale de son pays. D'après lui, son pays peut encore faire confiance à la France, qui apparemment est un allié de taille pour Tshisekedi. Mais la question se pose, est-ce que cette confiance apportera-t-elle ses fruits? Attendons. Vous l'avez certainement constaté que la ville de Kinshasa n'est plus celle qu'elle était jadis. L'insalubrité qu'elle regorge, elle a fait perdre le nom de Kinshasa la Belle. En ces débuts du week-end, votre rédaction s'est penchée sur ce dossier concernant cette situation, notamment l'insalubrité dans la plupart des coins de la capitale. Le commentaire est de Ginette Fika. Les routes, les rues, les avenues et marchés de la capitale congolaise font face à une insalubrité totale. Les tronçons routiers sont abandonnés à leur triste sort. Partout, à Kinshasa, on retrouve le déchet rempli dans des caniveaux. Un peu partout, dans des macadams, les nids de poudre sont remarqués. Mais aussi, plusieurs poubelles publiques abandonnées. Tous les caniveaux bouchés par manque d'entretien ou curage et à l'origine cependant des inondations de plusieurs avenues de Kinshasa. C'est le cas, par exemple, de l'avenue Kabambare et de l'avenue Kabinda, très détruite, où les usagers de toutes ces voies citées éprouvent des difficultés pour circuler librement à cause de cette situation. Même réalité déplorée par les usagers de l'avenue 24 novembre. Cette voirie qui désenclave la population de quelques communes, notamment celle d'Ingiringiri, de Bumbu et de Selembaou, se trouve également dans un état de délabrement très avancé. Rendons-nous dans la commune de Kalamou, juste en face de la maison communale. Triste réalité. L'arrêt de bus Transco qui mène à l'université de Kinshasa est comparable à une poubelle publique. Pendant ces temps, presque tous les marchés de la ville se trouvent dans un très mauvais état. À présent, nous sommes au marché Kalembelembe dans la commune de Lingwala. Comme vous pouvez le voir dans les images, les aliments ne méritent pas d'être vendus sur ces marchés, faute de l'insalubrité qu'elles regorgent. Pourtant, il y a 5 ans, le gouverneur sortant, Gentini Ngobila Mbaka, avait initié le projet Kinbo Peto. À en croire quelques Cunois rencontrés, le nouveau gouverneur de la ville a beaucoup de défis à relever durant son mandat. La question qui se pose est celle de savoir, parviendra-t-il à relever les défis qui est de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe? Attendons voir. Et en dehors de nos frontières, après 2 semaines de silence, le président Joe Biden s'est engagé dans la question du mouvement qui agite les universités américaines contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, appelant à un retour à l'ordre. On l'écoute. Il ne devrait y avoir aucune place sur aucun campus, aucune place en Amérique pour l'antisémitisme ou les menaces de violence à l'encontre des étudiants juifs.
Il n'y a pas de place pour les discours de haine ou la violence sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse d'antisémitisme, d'islamophobie ou de discrimination à l'encontre des Arabes américains ou des Palestiniens américains. Il n'y a pas de place pour le racisme en Amérique. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Les professionnels des médias célèbrent le 3 mai de chaque année la journée mondiale de la liberté de la presse. Mais qu'en est-il de la liberté des journalistes congolais? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Pourrons-nous encore appeler Kinshasa la belle aujourd'hui avec tant de saleté dans la capitale congolaise? Et comment la rendre propre et rendre sa plus belle robe? Vous avez suivi un dossier quant à ce tout au long de ce journal. Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. À vous, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur BC Télévision. Mais passez un très bon week-end. On se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.